Un influenceur marketing, c'est une personnalité qui monétise sa visibilité en ligne à travers le placement de produit ou la collaboration commerciale. Concrètement, quand on parle d'influence marketing, c'est principalement une audience plutôt quand même jeune qui regarde des influenceurs, mais du coup aussi une audience qui est plus influençable, qui a plus la capacité à justement créer une relation parasociale et du coup de confiance en ligne avec les personnes qu'elle suit. Donc on a en vrai aujourd'hui un vrai impact des influenceurs sur la société, parce que quand ils mettent en avant quelque chose auprès de leur audience qui les écoute, ils ont la capacité d'orienter les modes de consommation, les modes de vie, potentiellement les normes sociétales. Ce qui est fou, c'est que les créateurs, ils savent qu'ils font vendre parce que les annonceurs viennent les voir, mais ils n'ont pas forcément la conscience de à quel point ils vendent aussi des imaginaires, ils vendent aussi des récits, ils vendent aussi des types de sociétés. Bonjour, je suis Amélie Deloche. Retrouvez-nous dans Trench Tech pour parler des influenceurs. Connectons nos esprits critiques pour une tech éthique. Il y a le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, c'est un mec qui voit un truc, il tire. Voilà. Bon, ça c'est sûr. Alors là, on le reconnaît à la ronde. Tu loupe pas là. Bon, et le bon chasseur, il voit un truc, il tire. Mais bon. Mais bon, c'est un bon chasseur, quoi. Je veux dire, c'est pas. Je veux dire, ça. Bon, ouais. Mais ça, De toute façon, ça c'est les questions à la con. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique. Salut à toi là-bas, à toi ici, à vous tous, à toi. Oui, à toi qui nous suis peut-être même en scrollant entre deux vidéos de recettes italiennes, d'un haul shine ou d'un tuto ma routine miracle du matin. Bienvenue dans Trench Tech et merci d'être toujours plus nombreuses et nombreux à nous suivre sur les plateformes de podcast et évidemment sur YouTube. Cyril Chaudois au micro et toujours avec mon influenceur préféré, Mick Lévy. Wow, j'ai gagné le titre d'influenceur. Bonjour à tous. Alors Mick, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, les inconnus se moquaient gentiment d'un argument de façade, celui des bons chasseurs et des mauvais chasseurs. Tu te souviens de ça ? Ouais, alors ça date un peu quand même, ça nous rajeunit pas cette histoire-là de bons et de mauvais chasseurs des inconnus. Eh bien, figure-toi qu'en préparant cet épisode, mon cher Mick, je me suis entendu dire la même phrase dans mon entourage. Mais version 2026. Hein. Tu sais, Cyril, en fait, il y a les bons influenceurs et les mauvais influenceurs. Ouais, alors c'est quoi la différence ? Les bons influenceurs, ils influencent, et les mauvais influenceurs, ils influencent aussi, mais pas pareil, quoi, c'est ça ? Bah tu vois, toi aussi tu tiques, Mick. C'est pas facile. Oui, il tique, la mimique. Sauf qu'en réalité, ce n'est jamais aussi simple parce que l'influence aujourd'hui, c'est un terrain glissant. Voilà. D'abord parce que nous parlons encore d'une économie de l'attention, celle qui capture notre temps de cerveau, alors que nous sommes déjà passés depuis longtemps à une économie de l'intention, c'est-à-dire celle qui a le pouvoir d'orienter nos préférences et nos choix, qu'il s'agisse d'acheter ou de voter. Et parfois, les deux se confondent un petit peu d'ailleurs. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Ensuite, parce que de même que l'on peut parler d'un hacking éthique, tu te souviens de l'épisode avec Sarah Sellos, eh bien certains revendiquent la possibilité d'une influence éthique, une influence pour faire le bien. Une influence qui ferait du bien. C'est ça. Moi, quand on en parlait à Emmanuel Goffi, je suis pas sûr qu'il soit d'accord sur toute la ligne d'un point de vue philosophique. Écoute, mais on va creuser. On va commencer à en parler avec notre invité tout à l'heure, mais on pourra poser la question à l'ami Emmanuel. Donc une influence qui ferait du bien, en somme, alors comme en tant que podcast, nous ne sommes pas tout à fait différents des autres producteurs de contenu qui peuvent avoir une influence sur leur public évidemment, nous allons voir dans cet épisode comment distinguer l'influence qui éclaire de celle qui manipule et nous questionnerons aussi cette influence éthique qui sonne un peu comme un oxymore. Alors pour en parler, nous avons invité Amélie Deloche, cofondatrice de Paye ton influence, qui est un collectif créé en 2021 pour sensibiliser à l'impact environnemental des influenceurs. Amélie, elle contribue aussi aux travaux qui sont menés pour réguler le secteur. Bref, par son engagement, elle est un peu elle-même l'influenceuse des influenceurs responsables. Bienvenue Amélie, comment ça va ? Hello, ça va très bien et vous ? Ça va bien. On est au top. Salut Amélie. Tout va bien. Il y a les bons podcasteurs, les mauvais podcasteurs. Je ne sais pas dans quelle catégorie nous ranger. On verra à la fin de l'épisode. Tu nous donneras le verdict à la fin. Ouais, j'ai pas encore fait mon choix, ouais. Voilà, c'est un petit peu tôt, t'as raison. Alors, juste avant d'attaquer, 2 petits tips pour toi qui nous écouterais pour la première fois. D'abord, à mi-parcours de l'interview, on fera une pause avec une nouvelle chronique de la tech entre les lignes de l'ami Louis de Diesbach. Et lui, justement, il va nous parler de l'attention comme étant tout ce dont on a besoin selon Google en 2017, je crois. Bon, on verra tout ça. Ce dont une IA a besoin pour bien fonctionner, mais on verra le détail. Mais ça parle d'attention quand même. Et deuxièmement, notre deuxième tip, c'est de bien rester jusqu'au bout de l'épisode parce que nous allons faire le débrief des grandes idées partagées avec Amélie, juste entre Mick et moi, une fois que Amélie nous aura quittés. Allez, c'est parti pour le grand entretien. Influenceur, un pouvoir trop grand pour rester sans règles. Vous êtes bien dans Trench Tech et ça commence maintenant.
French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Alors l'influence c'est quand même devenu un grand mot, on n'arrête pas d'entendre parler d'influenceurs, on est abreuvé de ce mot-là même dans les infos, au JT. C'est quoi exactement d'un point de vue du numérique, de ce qu'on entend dans les réseaux sociaux? Comment ça se définit un influenceur finalement, Amélie? Alors moi, quand je parle d'influenceurs, je vais principalement parler d'influenceurs marketing. Donc l'influence marketing, d'ailleurs, maintenant, c'est une définition officielle depuis une loi qui a été votée en 2023. Et qu'est-ce que c'est un influenceur marketing? C'est une personnalité qui monétise sa visibilité en ligne à travers le placement de produit ou la collaboration commerciale. Donc c'est globalement aujourd'hui ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc des Inoxtag, Squeezie, les Nesituations. Ils ont une présence en ligne, ils ont des communautés autour d'eux. Et ils vont monétiser cette visibilité qu'ils ont à travers leur communauté, à travers le fait de collaborer avec des marques ou des institutions publiques. Mais là, tu as donné des noms de grands influenceurs assez connus, mais finalement, c'est aussi un petit peu tout le monde qui peut devenir influenceur au gré de la communauté qu'il arrive à créer, parfois sur des réseaux professionnels aussi, je pense à LinkedIn en particulier, et puis dans tout un tas de domaines, dans la cosmétique, dans les voyages, dans tout un tas de produits divers et variés finalement. À ceci près qu'elle nous précise quand même que c'est dès lors que tu monétises ton audience. Oui, bien sûr. C'est ça le critère. Exactement. En fait, derrière le mot influenceur en lui-même, on peut finalement décrire toutes les personnes qui ont une influence sur une communauté, qu'elle soit grande ou petite. Je trouve que c'est important aujourd'hui de définir un peu plus précisément ce qu'on entend par le mot quand même influenceur. Et aujourd'hui, on a tendance quand même à ramener ça au métier en fait d'influenceur marketing, donc à ces personnalités qui aujourd'hui, concrètement, en font leur activité principale d'être sur les réseaux sociaux. Métier qui n'existe pas d'ailleurs. C'est pas un métier. C'est un métier maintenant officiellement depuis la loi influenceur de 2023. Un métier du coup qui a eu une définition officielle et du coup maintenant c'est un secteur économique à part entière. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le secteur de l'influence en fait c'est une branche de la publicité parce que l'activité d'influenceur marketing repose sur le fait de faire des placements de produits aujourd'hui. Alors justement, tu vas direct dans le vif du sujet. Quelle différence on fait entre l'influenceur? Donc, on parle d'influence marketing. Donc, dès lors, on dit un petit peu plus, on dit un peu plus les choses que autrefois quand on disait l'influenceuse, l'influenceur, influence marketing. Déjà, on allonge la vérité. Mais donc, comment on fait la distinction entre l'influenceur et le publicitaire, ou en tout cas l'annonceur qui va passer dans un écran pub ou aujourd'hui qui va faire de la télé de rattrapage ou sur le web? En gros, aujourd'hui, les annonceurs, ils vont utiliser l'influence marketing. En fait, ils vont acheter finalement la visibilité et le lien qu'une personnalité a avec sa communauté pour justement pouvoir faire de la publicité. Et donc, c'est ce qu'on appelle globalement l'influence marketing. Donc, typiquement, aujourd'hui, on a des grands publicitaires, des grandes marques qui se disent, concrètement, pour valoriser ce produit, pour valoriser ce service-là, on a besoin d'une personne qui parle directement à la communauté qu'on veut cibler. Et donc, ces personnes-là, aujourd'hui, c'est les influenceurs. Et c'est vraiment la base du marketing d'influence, de passer par un leader d'opinion auprès d'une communauté pour pouvoir justement faire vendre. Et aujourd'hui, c'est prouvé que l'influence marketing, le fait de passer par justement un tiers de confiance qui est une audience qu'on appelle justement influenceur marketing, ça fonctionne beaucoup plus que d'autres types de publicité, grâce notamment à l'incarnation et au lien que l'influenceur a avec son audience. Alors justement, il y a peut-être déjà deux sujets en un là. C'est que on parle d'influence, mais finalement on parle d'audience. L'influenceur est un point de contact ou un canal, on va dire, comme par le passé l'était la télé, un site web, etc., etc. Donc on a changé de point de contact finalement. Mais en creux, ce que tu nous dis, c'est que la grosse différence entre une chaîne de télé qui avait déjà une audience qui était énorme et un influenceur ou une influenceuse qui a la même quantité d'audience finalement, il y a un prérequis qui est on accorde davantage confiance à ses semblables, que l'on pense être nos semblables, quand ils sont par exemple en train de nous vendre une crème de nuit sur TikTok, que lorsque c'est dans un tunnel de pub sur TF1. Est-ce que ça, c'est véritablement prouvé? Est-ce qu'on peut véritablement parler d'influence ou est-ce qu'on parle tout simplement de communication auprès d'une audience? Est-ce que derrière, on sait mesurer que ça tombe en achat, en sonnant et trébuchant en supermarché?
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, concrètement, il y a énormément d'outils disponibles sur les réseaux sociaux où en fait les marques elles peuvent savoir que quand elles font une collaboration avec un influenceur, quelles retombées elles ont déjà en termes de visibilité, en termes de vues, likes, etc. Et aussi derrière en termes d'achat. Concrètement, ça c'est facilement mesurable. Enfin, c'est des informations qu'on peut avoir. En fait, ce qui est vraiment particulier avec le marketing d'influence, c'est pour ça que pour moi c'est important aujourd'hui de mettre en avant ce secteur-là et de mettre en avant les impacts grandissants que peuvent avoir les influenceurs sur la société, c'est que toute la force du marketing d'influence repose sur la relation qu'on crée avec les influenceurs qui s'appelle la relation parasociale. En gros, quand on va sur les réseaux sociaux, quand on suit un influenceur, quel que soit le type d'influenceur, quelle que soit la plateforme, on va concrètement suivre sa vie, regarder des stories. Un influenceur, il va se confier à nous, il va potentiellement nous dire des choses intimes sur sa vie, etc. Et en fait, ça va être un peu comme on regarde finalement une série incarnée par quelqu'un. Et donc, on va très rapidement, étant donné qu'on a accès à sa vie en fait au quotidien, qui est mis en scène par l'influenceur, ça crée de l'intimité, ça crée aussi une relation de confiance. C'est vraiment un type de relation à limite amicale, mais à sens unique. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, le fait de suivre un influenceur, le fait d'avoir accès à sa vie concrètement, on apporte à sa voix et à ce qu'il va dire un peu plus d'importance. Et c'est ça qui nous rapproche de la manipulation finalement, parce que on pourrait parler d'influence, il y a un lien entre influence et manipulation, mais là le fait qu'effectivement on va donner un crédit d'autant plus fort, qu'on a l'impression que c'est un ami, qu'on le retrouve finalement sur les mêmes canaux et avec les mêmes codes que nos amis quand on voit une publication sur Insta ou sur un autre réseau social, ça s'apparente à de la manipulation. Du coup, est-ce que le terme est juste d'un point de vue légal même, je dirais? Je dirais qu'il y a des influenceurs qui peuvent manipuler leur audience, oui, pour leur faire croire certaines choses, pour leur vendre des formations ou potentiellement des produits qui sont pas forcément extrêmement bons pour la santé ou bref qui ont des impacts. Forcément, il y a des influenceurs, il y a des dérives dans le secteur. Donc il y a des influenceurs, on peut dire, qui manipulent leur audience à des fins commerciales. Je pense que la plupart des créateurs, en fait, ils ont commencé par passion pour souvent mettre en avant les choses qu'ils pouvaient bien aimer. On parle, par exemple, à l'époque, c'est des influenceuses beauté. On a aussi les podcasteurs qui faisaient un peu d'humour, etc. Ouais. Donc, c'est un peu des gens au départ qui juste kiffaient des choses et qui ont voulu le partager sur Internet. Il s'avère qu'à un certain moment, ils ont été contactés par des marques quand les marques ont compris qu'ils avaient une audience intéressante à monétiser. Et donc, c'est vrai que on va dire le storytelling commercial, l'influenceur il a tout intérêt à faire en sorte que le storytelling donne envie à son audience d'acheter le produit qu'il met en avant. Est-ce que c'est de la manipulation ? Si on dit que ça c'est de la manipulation, on peut dire finalement que tout type de publicité c'est aussi de la manipulation. Donc en fait, je pense que ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que les influenceurs, ils sont en quête d'authenticité, c'est-à-dire qu'ils savent que être authentique auprès de leur audience, c'est vraiment ça qui marche. C'est le mot qui ressort tout le temps auprès des créateurs. Quand on leur demande quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer, ils disent tous sois authentique, fais ce que tu aimes, etc. Ce qui est vrai, et en même temps, on sait aujourd'hui que c'est extrêmement compliqué d'être totalement authentique quand on a une caméra pointée sur nous. Enfin bref, en tout cas aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que leur discours commercial, c'est comme de la publicité, donc c'est pour faire acheter leur audience. Oui, d'accord, dans la finalité, mais tu dis il est comme la publicité. D'accord, la finalité, c'est de faire acheter derrière. Est-ce que ce qui ne distingue pas l'influence de la publicité, c'est que la publicité, aujourd'hui, quand tu y es exposé, tu sais que c'est de la pub. Et donc ton cerveau, d'emblée, il sait qu'il peut zapper. D'ailleurs, la publicité, plus personne ne la regarde depuis longtemps, c'est un vrai problème pour les publicitaires. Alors que l'influence, tu ne dis pas spécifiquement que tu es en train de faire la promotion d'un produit. C'est plus implicite, non ? Est-ce qu'ils sont tenus d'annoncer la couleur, comme tu fais du publi-rédac, du public promotionnel, de dire « Attention les gars, là je vais vous vendre un truc. Il se trouve que je l'ai testé, elle est super cette crème, mais je suis quand même en train d'essayer de vous vendre un truc. » Il faut comprendre, c'est que l'influence marketing, c'est de la publicité. Donc, l'influence marketing et les influenceurs doivent respecter toutes les lois qui existent pour la publicité classique. Donc oui, les influenceurs, ils sont tenus d'être transparents sur les partenariats. On est censé savoir directement si une prise de parole, elle est naturelle ou non. Enfin voilà, juste une prise de parole. Genre, j'ai acheté le produit moi-même, j'ai envie de vous en parler parce que je l'ai kiffé. Ou alors, tiens, j'ai reçu de la part de la marque Bidule qui demande que je vous en parle. La prise de parole commerciale doit être vraiment extrêmement notifiée et de manière explicite. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir aucune ambiguïté
limité sur le caractère commercial d'une prise de parole. La problématique aujourd'hui, c'est que y a énormément de créateurs de contenu qui ne respectent pas forcément ça et que c'est assez récent qu'il y ait une exigence aussi grande de transparence des influenceurs. Parce qu'avant la loi influenceur de 2023, c'était un peu le Far West où il y avait une impunité un peu totale sur ces secteurs-là parce que les pouvoirs publics s'y intéressaient pas. Du coup, les influenceurs, ils prenaient pas le temps de mettre en avant que c'était une collaboration commerciale et les marques, forcément, ça les arrangeait. Parce qu'un discours qui n'est pas vu comme une collaboration commerciale, forcément, il peut beaucoup plus toucher une audience et faire vendre. Mais dans les faits, ils sont obligés de mentionner le caractère commercial. Ouais. Ok. Alors au final, quel est le problème ? Pardon de le demander comme ça. Rien que le terme influence, maintenant, on a tous compris qu'il y avait un problème et qui faisait peur, tu vois. Mais bon, si on revient un peu aux racines du problème, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a eu des cas ? Est-ce que tu as des exemples qui montrent à quel point il y a eu des abus ou à quel point ça commence à poser un problème sociétal autour de ce nouveau marché de l'influence, de ce marché récent, disons, de l'influence ? Concrètement, déjà, l'influence marketing, c'est un secteur économique qui est en croissance exponentielle. Le secteur, entre 2016 et 2025, il a fait x14 en termes de taille de marché au niveau mondial. On a 85%, ouais, c'est énorme. En France, la croissance, elle est assez similaire. On a 85% des 15-25 ans qui regardent des influenceurs au quotidien. Donc, concrètement, quand on parle d'influence marketing, c'est principalement une audience plutôt quand même jeune qui regarde des influenceurs, mais du coup aussi une audience qui est plus influençable, qui a plus la capacité à justement créer une relation parasociale et du coup de confiance en ligne avec les personnes qu'elle suit. Donc on a en vrai aujourd'hui un vrai impact des influenceurs sur la société parce que quand ils mettent en avant quelque chose auprès de leur audience qui les écoute, ils ont la capacité d'orienter les modes de consommation, les modes de vie, potentiellement les normes sociétales. Et aujourd'hui, les votes. Comment ? Parfois aussi. Ou les votes, parfois aussi. Ou les votes aussi, bien sûr. Ouais. Et donc aujourd'hui, la problématique, c'est que déjà, si on regarde l'influence marketing, les influenceurs les plus populaires, ceux qui ont le plus de visibilité, etc., globalement, c'est des créateurs qui valorisent des modes de vie qui ne sont pas très compatibles avec la transition écologique, qui font des partenariats avec des entreprises pareil, qui sont pas vraiment très éthiques. Donc globalement, auprès d'une audience jeune, ça normalise finalement des modes de consommation qui sont pas les bons. Et juste des exemples concrets, c'est quoi ? Ouais. C'est quand des influenceurs fast fashion, voyage, même tech éventuellement ? Ouais, c'est de tout globalement. C'est quoi les thématiques ? En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le type de contenu les plus visibles et qui sont le plus mis en avant par les influenceurs, c'est le lifestyle. Dans le lifestyle, on a tout ce qui est en lien avec le mode de vie, donc ça va être la mode, la décoration, la cuisine, mais même la tech, etc. Et donc, forcément, le lifestyle, c'est beaucoup plus lié à de la consommation parce que c'est concrètement tout ce qu'on va pouvoir consommer dans notre vie, etc. Et donc les influenceurs les influenceurs les plus populaires sont plutôt aujourd'hui vecteurs d'imaginaire de surconsommation comme on peut le voir dans la publicité classique. Et donc ils parlent à une audience jeune et donc ils normalisent des imaginaires de société qui aujourd'hui devraient plutôt être remis en question et on devrait plutôt forcément aller vers la sobriété. Et en plus de ça, donc en plus de ce côté un peu impact environnemental, on a aussi eu des énormes dérives qui ont été mis en avant en 2022 avec ce qu'on appelle les influvoleurs. Donc pas mal d'influenceurs, notamment plutôt télé-réalité, qui étaient à Dubaï, qui en fait faisaient des arnaques aux crypto-monnaies, donc qui vendaient des formations aux crypto-monnaies qui étaient complètement des arnaques où en fait on a des internautes qui se sont qui ont perdu des milliers d'euros à cause des influenceurs. On a eu aussi pas mal de créateurs de contenu, influenceurs de la télé-réalité qui ont vendu des produits ou des objets qui étaient non conformes aux lois européennes, donc qui potentiellement peuvent impacter la santé de leur audience, qui vendaient des produits qui étaient du dropshipping, donc le fait d'acheter à bas prix des objets et de les revendre x10 à son audience. Et donc ça a quand même été extrêmement visibilisé en 2022 avec le hashtag influvoleur mis en avant par Booba. Et c'est cette visibilisation de... Booba le rappeur ou... Booba, Non, le petit ourson. Le petit ours de mon enfance. Ouais, Booba, le rappeur. Blague de daron, pardon. J'arrête. On en a une par épisode. C'est bon, je l'ai prise. Mais oui, donc Booba a été un acteur dans la mise en avant de ces dérives des influenceurs télé-réalité, ce qui a fait en fait que les pouvoirs
publics se sont intéressés à l'impact sociétal des influenceurs et ce qui a mené un an après à la loi influenceur qui a un peu mieux régulé le secteur. C'est 2023. Exactement. Alors, j'ai une question peut-être un peu bateau, mais finalement, est-ce que c'est pas les influenceurs qui sont les plus influençables ? C'est-à-dire, ils ont réussi à créer une communauté, et puis derrière tout ce qu'ils visent, c'est l'argent, et donc on leur propose à chaque fois des nouveaux partenariats qui va non seulement permettre de grandir leur communauté, mais en plus de leur apporter plus d'argent, généralement, finalement, assez facile, une fois la communauté créée en tout cas. Donc est-ce que c'est pas eux qui sont un peu les dindons de la farce quelque part, ou en tout cas les plus influençables ? Alors déjà, je dirais, tous les influenceurs ne font pas leur métier que pour l'argent. Il y a pas mal de créateurs de contenu qui vont créer du contenu de vulgarisation, etc., qui demandent forcément derrière d'avoir une certaine forme de rémunération. Enfin, l'idée, je voulais juste, là, j'ai parlé des influenceurs télé-réalité, mais je veux pas mettre en avant. Oui, il faut pas caricaturer non plus, quoi. Exactement. Il y a plein de types d'influenceurs différents. Il y en a qui font des très bonnes choses, etc. Juste le point commun de tous ces créateurs, c'est qu'à un moment donné, ils font des placements de produits, mais ils peuvent faire des placements de produits avec des associations aussi. Donc voilà. Pas tout n'est à jeter, juste pour remettre un peu dans le contexte. Et sinon, oui, les influenceurs, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont à l'image de la société aujourd'hui. Donc, ils sont aussi influencés eux-mêmes par ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on voit beaucoup que les influenceurs, entre eux, ils se regardent beaucoup pour savoir qu'est-ce qui fonctionne en termes de contenu, quel type de collaboration il faut faire en ce moment, etc. Et donc, oui, ils sont aussi eux-mêmes très influençables. Et cette influence, le fait qu'ils soient eux-mêmes impactés par l'influence des autres, fait que quand eux, ils vont influencer entre guillemets, leur audience, la particularité, c'est que ils parlent à des audiences extrêmement larges et du coup, on va dire c'est un domino d'influence, quoi. Mais oui, il y a une forme de standardisation à la fin. Ça me fait un peu penser à l'intelligence artificielle qui se nourrit de ce qui a déjà été produit et finalement il y a une forme de standardisation. Mais précisément, comment dire, ça semble systémique du moins. J'aime bien cette expression "Don't hate the player, hate the game". C'est vraiment qui et où on doit véritablement pointer le laser, qui on doit blâmer véritablement dans l'ensemble de ce système. Ce sont les plateformes dont le business model fait qu'il y a une place à prendre quand tu es influenceur, parce que plus tu as une grosse audience, plus tu peux la monétiser, et donc forcément ça attire du monde, ce qu'on peut légitimement comprendre. Est-ce que ce sont les marques qui s'engouffrent là-dedans parce qu'elles ont toujours fait de la communication, et là aujourd'hui le bon point de contact ce sont les influenceurs? Est-ce que ce sont les intermédiaires, les agences, ou est-ce que c'est in fine l'influenceur et peut-être même le consommateur, c'est-à-dire celui qui... Peut-être le consommateur qui regarde beaucoup ces contenus-là aussi. Voilà. D'après toi, sans chercher à qui la faute, mais en fait, il faut quand même qu'on resitue dans l'ensemble de ce marché qui a la plus grosse part de responsabilité d'après toi? Bien sûr. Alors, je pense que déjà, il faut peut-être revenir à la genèse du secteur de l'influence. Globalement, comme je disais, de base, c'était des personnes qui étaient passionnées par certains sujets, qui ont commencé à se filmer. Notamment, ça a commencé principalement sur YouTube, en faisant des vidéos avec aucun objectif commercial derrière. C'était vraiment juste naturellement de se dire, j'ai envie de partager des choses à une audience et pouvoir avoir des retours sur ce que je fais. Ça a un peu suivi, le côté vidéo a suivi ce qui existait au niveau des blogs. Et en gros, aujourd'hui, étant donné que c'est devenu un métier, on a aujourd'hui plusieurs choses. On a un métier qui dépend aujourd'hui des placements de produits, c'est-à-dire que en fait, il y a très peu d'influenceurs qui arrivent vraiment à diversifier leurs sources de revenus. Donc en fait, à un moment donné, s'ils veulent monter en compétences, s'ils veulent faire aussi des fois des concepts qui vont leur demander un peu plus d'argent, s'ils veulent avoir des gens autour d'eux, ils sont un peu dépendants de ces placements de produits-là. Et donc, ça les emmène des fois à accepter certains types de collaborations qui sont pas directement en lien ou en tout cas cohérents avec leurs valeurs, parce que ils deviennent en fait dépendants de ces collaborations commerciales. En plus des collaborations commerciales, les influenceurs deviennent aussi dépendants de la visibilité que peuvent leur apporter les algorithmes. Et donc c'est là où on voit le côté des plateformes où en gros aujourd'hui l'influenceur, certes il veut être authentique avec son audience, mais pour être authentique avec son audience, il doit aussi toucher cette audience et donc essayer de s'adapter à ce que veut l'audience et à comment aussi l'algorithme va pouvoir visibiliser son contenu auprès de l'audience cible. Et donc aujourd'hui les algorithmes ils changent quand même pas mal, donc c'est pour ça que les influenceurs ils sont toujours en quête de savoir comment je vais pouvoir avoir de la visibilité, et cette visibilité souvent elle est dépendante d'une régularité extrême, certains types de contenus, notamment souvent des contenus assez rapides en vidéo, etc. Puis il y a aussi des titres un peu clickbait. Exactement. Et on voit que ça fait plaisir à personne et pas aux influenceurs de faire des titres putaclic. Concrètement, ils le font parce qu'ils savent que derrière, sinon, ils n'ont pas forcément de visibilité. Et en plus, sur le côté plateforme, en effet, alors on a
différentes plateformes. On a des plateformes qui rémunèrent les créateurs avec des vues et des plateformes qui ne le font pas. Typiquement, aujourd'hui, un créateur, il peut avoir un revenu passif avec YouTube ou TikTok parce que il y a des pubs qui vont passer en fait sur son compte et donc ça va pouvoir lui amener une rémunération. Des plateformes comme Instagram, par exemple, ne rémunèrent pas du tout les créateurs de contenu. Donc, un influenceur qui est principalement suivi par Instagram, sur Instagram, va être encore plus dépendant des placements de produits, en fait. Parce qu'il n'aura pas d'autres sources de revenus publicitaires le jeu de chaque plateforme amène finalement des problèmes dérives, et des angles un petit peu différents. Exactement. Merci Amélie pour tous ces éléments-là. C'est le temps de prendre une petite respiration avec la tech entre les lignes de Louis de Diesbach. La tech entre les lignes. Aujourd'hui, Louis, tu nous présentes un papier qui a profondément marqué les développements technologiques et en particulier ceux de l'intelligence artificielle. Un papier de Google qui date de 2017 et qui s'appelle « Attention is all you need », ce qui, soit dit en passant, ne manque pas d'humour de la part d'une boîte qui, littéralement, est un des moteurs principaux de l'économie de l'attention, mais bref, c'est pas le sujet. Dans ce papier, donc, Google présente une alternative au modèle classique de encoder-decoder pour les tâches de traduction. Oula, encoder-decoder, je sens que ça va être technique ce machin là. Je vais pas te le cacher, c'est pas le truc le plus facile à lire si t'as pas un PhD en informatique. Mais je vais essayer de t'expliquer. Avant, pour faire traduire du texte à une IA, on utilisait un premier algo, l'encoder, qui fonctionne comme une sorte de lecteur, dont le boulot est de lire la phrase à traduire, prendre les infos étape par étape et à résumer tout ça dans un vecteur, donc à vectoriser. Vient ensuite le decodeur. C'est plutôt l'écrivain qui prend le résumé et qui génère une traduction également étape par étape. Pour prendre une analogie, l'encodeur, il te résume un livre en 5 bullet points et le decodeur, il va t'écrire une nouvelle histoire basée sur ce résumé en écrivant un chapitre par bullet point. Ok, je vois assez vite les limites que ça peut avoir avec la traduction, notamment dans des langues très différentes de la nôtre. C'est ça. Et donc Google propose de fonctionner avec un nouveau modèle, le Transformer, avec un T, comme dans ChatGPT. La grosse différence, c'est que là, l'encoder ne va pas juste se concentrer sur un résumé unique et vectorisé, mais il va laisser le decodeur analyser toute la séquence et décider quelles parties sont les plus importantes à chaque étape de sa génération. On passe donc d'une approche fixe à une approche dynamique, une approche qui fait attention à ce qui compte. Pour reprendre l'exemple du livre, le Transformer va regarder tout le résumé d'un coup, décider de ce qui est important et écrire un texte en choisissant ce qui est important à chaque moment. On n'a plus ce côté étape par étape. Et ça, en fait, c'est une révolution. À quel niveau les traductions, elles étaient meilleures ? Ouais, en fait, la question qui intéresse le plus les boîtes de texte, c'est est-ce qu'on fait mieux avec ça qu'avec les anciens modèles ? Et là, c'est très clairement le cas. La traduction anglais-allemand et la traduction anglais-français bat le record de tous les précédents algorithmes. Mais c'est pas tout. L'architecture s'en trouve considérablement simplifiée, ce qui lui permet de gérer des tâches toujours plus complexes, de moins consommer d'énergie et d'établir les bases pour les Large Language Models, les fameux LLM. Donc ce papier, c'est un peu l'ancêtre de ChatGPT. C'est exactement ça. Et c'est très intéressant de se dire qu'il a été écrit chez Google, puisque c'est ce papier qui donnera ensuite naissance à BERT, un LLM qui, par ses performances et son architecture, a également révolutionné l'état de l'art des modèles de langage. Et puis qui a ensuite donné naissance à ChatGPT. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Attention is all you need, Mick. Tu sais bien, toi-même tu sais. Bon, maintenant qu'on a vu l'arrière-boutique, une question se pose. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'influence éthique ? Non mais, est-ce bien raisonnable de vouloir prétendre rendre vertueux un système qui, by design, disons-le, semble plutôt pousser à la mise en scène, au biais pour faire passer une opinion ou une intention d'achat ? Amélie, l'influence ne porte-t-elle pas en elle-même quelque chose d'inévitablement problématique ? Et est-ce que ça ne commence pas par justement la possibilité pour n'importe qui de pouvoir influencer ses semblables, parfois sur n'importe quoi ? Oui, exactement. C'est vrai que l'influence marketing, aujourd'hui, elle peut être utilisée pour influencer sur tout n'importe quoi. Et surtout, c'est vrai que notamment avec des plateformes comme TikTok, en fait, on peut très, très rapidement émerger et avoir des centaines de milliers d'abonnés en quelques jours, quelques semaines, et donc avoir un impact démentiel sur une grande audience. Et donc, voilà, ça, c'est un peu aujourd'hui le jeu des plateformes. Et je dirais même que dans le côté intrinsèque de l'impact de l'influence marketing, ça reste de la publicité. Donc derrière, c'est souvent lié à vendre quelque chose, donc avoir la consommation. Et est-ce qu'aujourd'hui, continuer à vendre, ça peut devenir éthique concrètement ? Donc ça, c'est une très large question.
Alors justement, toi, tu as tendance à parler d'influençarisation. C'est chaud à dire. Hein. C'est comme ça, hein, d'ailleurs. L'influençarisation. Ouais. De la société. T'es beaucoup moins entraîné qu'Amélie sur le mot influençarisation. Et pourtant, j'ai répété toute la matinée. Donc, l'influençarisation de la société, c'est quoi au juste? Est-ce que c'est un phénomène véritablement ancré déjà ou que tu constates s'installer petit à petit? Est-ce que tu peux nous l'écrire? Ouais, en fait, l'influençarisation de la société, c'est le fait de passer par des techniques de communication semblables à celles d'influenceurs, justement pour essayer de convaincre une audience. En gros, ce qu'on sait avec la force de l'influence, c'est que l'incarnation déjà par un sujet humain, ça fonctionne beaucoup plus qu'une publicité classique à la télé. Le fait aussi que ce sujet humain, avec lui, on peut développer une relation parasociale, donc une relation de proximité. Ces deux choses ensemble rendent justement le côté influenceur et influenceur marketing efficace pour passer des messages, pour faire adhérer à des idées, des audiences qui vont justement suivre cette personnalité-là. Et donc, on voit typiquement, par exemple, les politiques, ils vont de plus en plus utiliser des codes de l'influence marketing, notamment notamment sur la question des concepts sur les réseaux sociaux, sur la manière dont ils vont parler à leur audience en ligne, etc. Justement, adopter les codes de l'influence marketing qui fonctionnent pour essayer de convaincre l'audience cible. C'est hyper marquant en ce moment, hein, à l'arrivée des élections qui se pointent là, les municipales bientôt, même les présidentielles, on commence déjà à avoir ce type de communication de plus en plus marqué. Et ça a commencé il y a bien longtemps parce que pour le coup, Amélie, c'est l'heure de la question bonus. C'est une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, pas avoir de grands regroupements, faire au maximum le télétravail. Faites cette vidéo toute simple et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Élysée. Alors voilà, tu vois, on est en février 2021, si ma mémoire est bonne, c'est encore Covid, post-Covid. Emmanuel Macron, président de la République, lance un défi à McFly et Carlito, donc deux influenceurs très réputés, très connus sur YouTube. On vient d'en avoir l'extrait. Est-ce que lorsqu'un président de la République s'adresse à des influenceurs en leur lançant un défi, est-ce qu'il est dans l'influençarisation et est-ce qu'il devient un vecteur de l'influençarisation de la société? Est-ce que quelque part il fait bien parce que c'est une façon de s'appuyer sur le potentiel et sur l'audience de ces influenceurs, ou est-ce que ce faisant il adoube en quelque sorte le phénomène d'influence en général dont on a dit qu'il n'était pas bénéfique à toutes et à tous? Je pense que c'est un peu des trois. C'est une stratégie de communication politique qui est déjà de se faire passer un peu pour une personne assez cool auprès d'une audience jeune et du coup un peu se faire bien voir des 15-25, 15-35 en passant par des figures McFly et Carlito qui sont ultra populaires, ultra appréciées globalement de cette communauté-là. C'est du coup aussi capter la communauté directe de ces influenceurs-là qui, McFly et Carlito, à l'époque, ils étaient déjà suivis par plusieurs millions de personnes sur YouTube. Et puis c'est réutiliser, comme je disais, un peu les codes des influenceurs, donc dire concrètement, si vous faites ça, je passerai dans votre vidéo, et donc forcément faire un peu une certaine forme d'influence marketing, concrètement. Est-ce que l'ancien monde qui s'invite dans le nouveau, ça fait pas un peu plus ringard finalement? C'est pas un peu contre-productif? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de discussions. On a eu, sur la question des politiques qui s'immiscent dans les vidéos des influenceurs, pareil, oui, c'est vu un peu comme ringard si c'est mal fait. Pareil sur la télé qui essaye justement de se rapprocher des créateurs de contenu, alors qu'il y a quelques années, elle les méprisait encore. On a des fois le côté un peu boomer qui va ressortir, mais globalement, que ce soit les politiques, soit la télévision ou d'autres secteurs, en fait, ils ont compris aujourd'hui qu'on ne pouvait plus faire sans les influenceurs marketing et qu'ils étaient obligés de s'y intéresser et essayer justement de se rapprocher de ces figures-là plutôt que les mépriser, parce que concrètement, ça va être l'avenir de la communication dans quelques années. Alors, il y a quand même quelques vagues d'influence qui donnent un petit peu d'espoir. Alors, elles se comptent sur les doigts d'une main, mais je pense par exemple à BookTok, qui était donc un groupe d'influenceurs, un hashtag sur TikTok pour suivre des influenceurs qui te proposaient de lire de la littérature. Comment on parvient à orienter un peu plus fortement les influenceurs d'un modèle qui est plutôt néfaste, on l'a dit, pour l'écologie, qui promeut toujours une certaine financiarisation et d'aller vers toujours plus de consommation en tout cas, et arriver à les amener vers plus d'esprit critique, plus d'écologie, et à avoir plus d'influenceurs sur des causes qui sont importantes pour le bien commun finalement?
C'est une très large question et c'est très compliqué. Concrètement, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de pratiques plus responsables dans l'influence. Comme je le disais, déjà rien que le b.a.-ba, c'est-à-dire que respecter la loi n'est pas faite par beaucoup de créateurs de contenu, ne serait-ce que le côté transparence des collaborations commerciales ou déjà connaissance de certaines restrictions auprès de certains secteurs. Typiquement, là, il y a une étude d'Addiction France qui est sortie il y a 1 an qui mettait en avant le fait que les influenceurs ne respectaient pas la loi E20 quand ils valorisaient l'alcool et que c'était un phénomène vraiment systémique dans l'influence. C'est-à-dire que ni les influenceurs... Attends, je fais une petite pause. Tu es en train de me dire... Moi, je te posais une question. Comment des influenceurs qui influencent sur des choses pas géniales, tu arrives à les amener pour influencer des choses mieux. Toi, déjà, tu me dis, il faudrait qu'ils influencent pourquoi, sur ce qu'ils veulent, mais déjà en respectant la loi. Je veux dire, on est quand même au niveau 0 qui est même pas respecté. Exactement. De dire, quoi. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un niveau 0 qui n'est pas respecté. On a un autre sujet, et d'ailleurs, c'est ça sur lequel je travaille beaucoup avec les acteurs du secteur de l'influence, c'est faire en sorte de mieux se renseigner sur leurs partenariats. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez fait. Les influenceurs, en fait, ils peuvent des fois être un peu naïfs sur les annonceurs qui viennent les voir, donc ils vont pas aller se renseigner précisément sur l'annonceur, est-ce qu'il est lié à certains scandales, est-ce qu'il est lié J'imagine que certains ont eu des bad buzz, non, d'ailleurs, à ce titre-là. Certains ont eu des bad buzz, exactement, il y a eu des bad buzz, notamment des influenceurs qui travaillent avec Total, ça a fait des bad buzz. On a eu aussi, durant le salon de l'agriculture, des influenceurs qui ont fait des collaborations avec des gros lobbies agro-industriels qui ont été fortement critiqués, avec des influenceurs derrière qui disaient « Ah je savais pas ce que c'était exactement ». Là, il faut être particulièrement naïf. Excuse-moi, quand tu vas faire une collab avec Total, faut être vraiment être né de la dernière pluie pour pas... Ouais. Oui. Après, il y a aussi... je te rappelle qu'ils ne respectent même pas la loi quand même, niveau 0. Voilà. Alors oui, après voilà, j'ai pas faire de généralité, mais en tout cas c'est vraiment un sujet. Donc, en tout cas, ça existe. Ouais, ça existe. C'est quelque chose quand même qui même. Mais Amélie ne rate pas ma question. Comment on les fait changer de thème ? Comment on fait changer de thème ? Et peut-être que le vrai problème, c'est que finalement les autres thèmes d'esprit critique, orienté sur la littérature, orienté sur l'écologie, il y a moins de thunes en fait, non ? C'est pas ça le problème ? Exactement. C'est ça. En fait, la problématique aujourd'hui, alors c'est déjà, nous, avec Make Son Influence, l'idée, on sait très bien qu'on ne va pas faire en sorte que tous les influenceurs deviennent engagés sur les questions environnementales et soient des activistes. On sait qu'on n'arrivera pas à faire ça. Par contre, on peut déjà faire prendre conscience aux créateurs de contenu qu'ils ont un impact sur la société, qu'ils ont un impact sur leur audience, parce que mine de rien, en fait, ce qui est fou, c'est que les créateurs, ils savent qu'ils font vendre parce que des annonceurs viennent les voir, mais ils n'ont pas forcément finalement la conscience de à quel point en fait ils vendent aussi des imaginaires, ils vendent aussi des récits, ils vendent aussi des types de sociétés, et ça ils n'en ont pas forcément conscience. Donc l'idée c'est un peu de leur faire prendre conscience de ça. Ensuite c'est de dire concrètement comment déjà tu peux juste un peu mieux réfléchir et dire vas-y, je vais arrêter de travailler avec certains annonceurs qui sont vraiment dans le pire du pire de l'impact environnemental, de l'impact sociétal. Et puis après, je trouve qu'il y a aussi un enjeu d'apprentissage par les pairs. Faire en sorte d'identifier certains gros créateurs qui vont avoir la volonté d'aller vers le mieux pour sensibiliser d'autres créateurs. Et que peu à peu, ça en engage d'autres, quoi. Exactement. Ça passe par Jean-Marc Jancovici qui va dans une vidéo de McFly et Carlito. De un, ça sensibilise une audience qui est pas habituée à ce qu'on lui parle d'écologie. Donc ça peut sensibiliser une nouvelle audience et aller en dehors des cercles de convaincus. Et ça peut aussi envoyer un message à d'autres influenceurs, youtubeurs, qui peuvent se dire ah oui, donc McFly et Carlito, ils s'intéressent aux questions environnementales, peut-être que c'est un sujet qui devrait être... Comme tu nous disais tout à l'heure, il y a un effet domino qui peut se mettre en place. Là, exactement. Mais ce qui est aujourd'hui, en fait, très complexe, c'est que les influenceurs, c'est pas des... Alors oui, même si aujourd'hui, c'est des entreprises, c'est pas comme si tu vas prendre le CEO ou la CEO d'une entreprise et que tu vas faire en sorte de changer tout le business model et que ça va toucher du coup tous les collaborateurs d'un coup. Un influenceur, c'est une personnalité individuelle qui est mue par certaines aspirations, certaines sensibilisations ou non qu'il a eues durant son enfance, etc. Et donc, c'est un peu l'idée de les prendre un par un. Et donc, c'est ça qui est plutôt complexe. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte comment on normalise certaines pratiques dans l'influence. Donc, le fait de pas mettre en avant le fait de prendre l'avion, pas faire des collaborations avec certains types d'annonceurs, et comment on dénormalise certaines pratiques. Donc le fait des influenceurs d'influenceurs en fait, non ? Exactement. C'est le cas d'Amélie justement. Influencer les influenceurs. C'est ton cas, et on aimerait bien justement que tu nous dises comment c'est accueilli ça, parce que donc toi, au quotidien, tu vas nous dire 2 mots quand même de la façon dont tu procèdes, notamment avec Paye ton influence. Comment vous procédez ?
pour faire comprendre, ou prendre conscience, disons, qu'ils ont la capacité de changer le monde, puisqu'ils ont une grosse audience et ils ont une influence sur ce monde-là. Donc plutôt que d'aller faire acheter des trucs chez Shine, ils pourraient changer le monde. Bon, si tant est qu'ils en aient envie, c'est sûr. Comment c'est perçu, comment c'est accueilli, et est-ce qu'il y a vraiment un déclic qui peut s'opérer, ou est-ce que... excuse-moi de te le dire comme ça, mais c'est pas un peu Don Quichotte, parce qu'il y a quand même pas mal de moulins en face. Il va falloir du temps et beaucoup d'énergie, et surtout une foi inébranlable. Ouais. Alors en fait, nous, ce qu'on a commencé à faire avec Pétune Influence, c'est de se dire, les influenceurs, ils ne sont riches finalement que des personnes qui les suivent. Donc leur image et leur réputation, en fait, c'est vraiment ça qui leur permet de parler à une audience et aussi de plaire aux annonceurs. Donc on s'est dit, si on joue sur le côté réputationnel, ça peut potentiellement créer des sortes de prise de conscience. Donc on a commencé avec le compte à aller interpeller des créateurs sur certaines collaborations commerciales qui nous paraissaient vraiment aberrantes en termes d'impact environnemental, sociétal, etc. Toujours dans une optique de pédagogie, donc expliquer pour nous, qu'est-ce qui allait pas, etc. Pourquoi le fait de travailler avec ce lobby-là, en fait, c'est avoir des conséquences sociétales et politiques parce que derrière, il y a tel ou tel impact, par exemple. Et du coup, on est un peu passé par le côté réputationnel, parce que foncièrement, c'est ce qui marche le plus aujourd'hui. Le côté réputationnel pour les créateurs ou même pour aujourd'hui les annonceurs et les agences aussi. Donc c'est ce côté-là qui permet de potentiellement arriver à des prises de conscience et faire en sorte que concrètement, il y a certaines pratiques qui aujourd'hui sont plus compatibles avec la réalité environnementale et sociétale actuelle. Et ensuite, comment ils accueillent ça, du coup, les influenceurs, quand tu leur dis ça ? Ça a beaucoup évolué. En 2021, quand on a commencé à mettre en avant cette responsabilité environnementale que pouvaient avoir les influenceurs, c'était assez nouveau. Donc on avait notamment le média Bonplot qui avait commencé à en parler, etc. Mais globalement, les influenceurs n'étaient pas habitués à se faire, on va dire, interpeller sur leur impact environnemental. Donc au début, c'était beaucoup de crispation de leur part. Et ensuite, je pense que de plus en plus, avec notamment les nouvelles attentes de l'audience, parce qu'en gros, les audiences étaient en attente d'engagement aussi de ces créateurs, avec les nouvelles attentes de l'audience, on a vu qu'ils ont commencé à accepter le fait qu'ils puissent être interpellés sur ces questions-là. Et certains ont d'ailleurs été dans le dialogue concret en disant oui, là je comprends pas pourquoi là c'était pas un bon contenu. Ils ont commencé à être un peu plus vigilants sur par exemple le greenwashing ou certains types de collaborations. Donc aujourd'hui, globalement, leur responsabilité, ils en ont d'autant plus conscience, ils sont d'autant plus prêts pour la plupart d'entre eux à aller vers des pratiques plus éthiques. Mais globalement, aujourd'hui, la problématique, c'est que certes, il y a des attentes de l'audience, mais les attentes de l'audience, elles sont aussi dépendantes de la société. Et typiquement, sur les questions environnementales, il y a un tel backlash écologique que, en fait, les exigences qu'il pouvait y avoir il y a 2 ans sur certains créateurs de contenu, sur leur impact, en fait, aujourd'hui, elles sont beaucoup moins importantes. Et donc ça, c'est un peu frustrant. Tu penses qu'il y a une forme de trumpisation de l'influence, c'est ça ? C'est ça le fameux backlash auquel tu penses ? En fait, je dirais que, étant donné que les questions environnementales sont vraiment remises au xème rang des préoccupations dans la société, on voit aussi au niveau des créateurs de contenu qui sont aujourd'hui moins interpellés sur leur impact environnemental qu'ils le sont sur plutôt des questions sociétales où on va leur demander de s'exprimer. Et puis, il y a aussi... Est-ce qu'il renvoie l'impression qu'ils en ont rien à carrer quand même ? Il faut qu'on parle de la scène totalement lunaire de la commission qui était faite par l'Assemblée nationale avec un influenceur qui était à Dubaï à distance et qui ne respectait pas la moindre règle que tenté de lui imposer le rapporteur de la commission parlementaire et au point même qu'il a dit je me casse, il a raccroché, il s'est barré. Enfin, on l'a tous vu cette scène-là. Tu l'as pas vu ? Non, je l'ai pas vu, non. Cyril, je t'enverrai ça. Ça m'a l'air bien. C'est mythique. Bien ça renvoie vraiment l'impression qu'ils en ont rien à carrer en fait, et même que toute forme de pouvoir traditionnel, en l'occurrence étatique, ne les impressionne pas devant les millions de followers qu'ils ont, quoi. Alors, je dirais que cette séquence, elle n'est pas représentative de tout ce qui se passe dans l'influence marketing. Il faut savoir que cet influenceur-là, c'est un influenceur masculiniste qui a des propos horribles sur les femmes, qui en fait est vraiment le pire de ce qu'on peut trouver dans le secteur de l'influence marketing. Donc lui, vraiment, il fait ses trucs de son côté, il s'en fout de tout et de rien. Mais globalement, il n'est pas représentatif de ce qu'on voit. Il n'y a pas de généralisation, quoi. Il n'y a pas de généralisation. Par contre, il est vrai que, étant donné, typiquement, juste sur... je disais que les influenceurs respectent
respectaient pas la loi, pour la causer de la transparence commerciale. Aujourd'hui, on a certains pouvoirs publics comme la Direction générale de la répression des fraudes et de la consommation qui a de plus en plus sanctionné certains créateurs de contenu. Mais en fait, il n'y a pas assez de moyens mis en place pour déjà faire en sorte que les créateurs ils aient un peu peur de pas respecter la loi, parce qu'il y a tellement il y a des centaines de milliers d'influenceurs en France, il y a des centaines de milliers de contenus qui sont postés tous les jours. Donc en fait, il y a une impunité là-dessus parce qu'on peut pas aller vérifier. Ouais, et puis à chaque fois que l'État a essayé de sanctionner, ça rappelle la loi Adopi, on s'en souvient sur les contenus qui étaient téléchargés, sur le piratage en ligne, etc. etc. Bon, ils n'ont jamais réussi à bien le faire fonctionner à l'échelle, c'est un peu trop complexe. Peut-être qu'on peut terminer sur la psychologie de ces influenceurs. Ça semble pas toujours facile quand même dans leur tête. Et est-ce que eux-mêmes, je le disais tout à l'heure, c'est pas les plus influençables, c'est-à-dire ils font constamment quand même la course au nombre de vues, la course au like, quand c'est pas un président de la République d'ailleurs qui leur fait faire cette course en leur disant si vous atteignez tant de vues, alors je viendrai vous voir, etc. Qu'est-ce que ça donne? Je me rappelle aussi de reportages où on les voyait esclaves finalement des algorithmes, mais aussi des changements d'algorithmes qui les obligent à poster X stories par jour même pour rester visible, etc. Comment on vit quand on est influenceur et qu'est-ce que ça dit de cette psychologie aussi? C'est clair qu'il y a pas mal d'études qui ont interrogé les influenceurs qui mettent en avant le fait qu'ils peuvent pas mal souffrir d'anxiété et qui se sentent vraiment dépendants, comme tu le disais, un peu esclaves des algorithmes. C'est-à-dire que aujourd'hui, s'ils n'ont pas de visibilité, ils perdent de l'audience et ils perdent aussi des revenus. Donc concrètement, ils sont tout le temps à essayer de chercher et du coup à regarder ce qui se passe chez les autres créateurs pour savoir qu'est-ce qui fonctionne auprès des algorithmes. Sur les bonnes tendances. Et voilà, suivre les tendances, etc. Ce qui des fois fait perdre un peu de créativité et d'originalité. En fait, ça amène un peu tout le monde vers une uniformisation de certains contenus, etc. Bon, même si aujourd'hui, quand même, on arrive à avoir plein de types d'influenceurs et de contenus différents. Donc oui, ils sont aujourd'hui pas mal esclaves des algorithmes, ils sont dépendants des annonceurs. Donc pareil, ça les emmène des fois vers des types de collaborations commerciales qui n'ont pas forcément totalement envie de faire, mais ils se disent, voilà... on me propose X ou Y milliers d'euros, je vais accepter parce que ça me permet de faire vivre les gens qui travaillent autour de moi, etc. Donc, et en plus, il y a ce côté mise en scène de soi au quotidien où en fait c'est extrêmement complexe de prendre du recul sur l'estime de soi. C'est extrêmement complexe de faire en sorte que l'estime de soi ne soit pas liée à des likes et à de la validation au quotidien. En fait, être validé, parce que toute la réussite est chiffrée là en l'occurrence au nombre de likes, au nombre de vues, c'est ce que vivent au quotidien monsieur et madame tout le monde, mais puissance 10, 100 000 quand tu es influenceur parce que tu en fais ton business. Et c'est assez... Pourquoi monsieur et madame tout le monde, tu dis sur les posts que chacun peut faire? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on sait bien les dark patterns et tout le design de ces applis a été fait pour que justement on soit dépendant du nombre de likes qu'on a reçus, etc., etc. Et donc c'est ce qui fait qu'on y revient. Et eux, comme c'est leur modèle... On peut parler 2 minutes du nouvel algorithme LinkedIn. Je suis en PLS, c'est moi sur mon riff sur l'algorithme LinkedIn. Alors moi, c'était pas de toi dont j'avais envie de parler. J'avais plutôt envie de rebondir ça va très bien quand même. sur ce qu'était en train de nous dire Amélie et sur l'impact que ça a aussi sur un type de population auquel on ne pense pas, qui sont les enfants influenceurs. Parce que là, on parle d'influenceurs qui... Alors déjà, c'est terrorisant, c'est-à-dire qu'à la base, ils étaient passionnés par un truc, ils voulaient en parler, ils sont tombés, entre guillemets, dans le piège du système qui fait qu'ils ont monétisé, donc c'est cool, ils se font de la fame et de la moula, mais pendant ce temps, ils sont peut-être en train d'y laisser leur âme. Et puis, ouais, je sais, je suis un Jones. Et du coup, il y en a certains qui le font par le truchement, tu vois, là je change de vocabulaire, de leurs propres gamins. Et donc ça questionne quand même énormément sur ces risques psychologiques en fait. Exactement. Toi, tu observes un petit peu ça de ton côté ? Globalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de questionnements au niveau de la loi sur comment on peut réguler justement les influenceurs qui mettent en scène leurs enfants, notamment dans les collaborations commerciales, et qui globalement visibilisent leurs enfants à travers leur contenu, etc. Parce qu'on sait déjà que les contenus et les photos d'enfants, elles peuvent être utilisées beaucoup dans par exemple des réseaux pédophiles. Ça se retrouve sur le darknet. Exactement. Sûr, ouais. Et puis surtout, comment savoir le consentement de l'enfant, en fait, concrètement, d'avoir toutes ces photos en ligne et des fois aussi, il y a de faire des placements de produits, d'être le visage d'un placement de produit qui, derrière, n'est pas forcément ce qui vous plaît. Bref. Donc, il y a beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, la loi, quand même, elle encadre
le côté enfant influenceur, c'est-à-dire que si un influenceur et un influenceur famille, par exemple, fait une collaboration avec une marque de jouets et que l'enfant est pris et dans les photos ou dans les vidéos en collaboration avec cette marque, l'enfant, en fait, il doit être rémunéré comme un acteur enfant, quoi, concrètement. Et Oui, c'est ça. Donc, c'est bloqué jusqu'à ses 18 ans, mais il est exactement, rémunéré. voilà, l'argent bloqué. La Mais problématique, du coup, c'est encadré aussi avec des règles spécifiques pour C'est encadré. ce type de personnes, quoi. c'est encadré, mais combien de personnes le font vraiment? Aujourd'hui, on a quand même énormément d'influenceurs et de comptes de famille. On ne sait pas exactement à quel point Difficile de derrière tracer, c'est respecté, quoi. Ouais. Dur d'être un influenceur. C'est la deuxième rêve de Daron. De Daron de ouf. Ah tiens, je profite d'ailleurs pour préciser que nous, on a plusieurs jingles dans lesquels on a fait enregistrer nos propres enfants. Oui, avec leur consentement. Ils sont très contents d'ailleurs. Hein. Mais, Ambre, qui est dans le studio, est très contente à chaque fois d'entendre en générique de fin Trench Tech, esprit critique pour Tech Attic, hein, ma chérie. Mais nos enfants n'ont pas été rémunérés, pas plus que nous. Je tiens à rappeler, c'est l'occasion de rappeler que Trench Tech est 100% indépendant, c'est pour ça. 100% bénévole. Et tu sais quoi, en fait, tu es en train de me piquer le lancement du débrief, mais c'est génial parce que c'est pour ça que nous ne sommes pas des influenceurs, parce que nous ne monétisons pas notre podcast et nous ne voulons pas le monétiser. Alors nous, on a la chance d'avoir un vrai travail à côté et donc de pouvoir le faire sans que ça nous ramène d'argent. Ouais. Mais je veux bien comprendre qu'effectivement, ce ne soit pas le cas de tous ceux qui en font un business model. Ça devient leur métier et donc c'est compliqué avec toutes les répercussions qu'on vient d'évoquer. Merci beaucoup, Amélie. Le temps file entre nos doigts et on va être obligé de rendre l'antenne, comme on disait aussi au XXe siècle. T'as dit qu'on arrêtait les trucs de daron. Merci beaucoup, Amélie, pour tous ces éléments. Merci beaucoup, j'aurais pu parler des heures, vraiment. Ah ben nous aussi. Eh bien, tu reviendras, tu sais, on reste là, on reste ouvert toute l'année, tous les 15 jours, un nouvel épisode en ligne. Donc, on reviendra sur le sujet de l'influence sans nul doute. Merci, bientôt, Amélie. Merci, au revoir. à bientôt, au revoir. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Waouh, tu te rends compte qu'on a rencontré l'influenceuse des influenceurs. Mais c'est la tellement. super influence. C'est la super influence. Oui, bah écoute, paye ton influence, mon gars. J'ai oublié d'ailleurs de rappeler le collectif Paye ton influence, donc le collectif co-créé, cofondé par Amélie. Et je rappelle également qu'il est disponible, en tout cas vous pouvez suivre le collectif Paye ton influence sur Instagram, vous pouvez suivre Amélie sur LinkedIn et surtout vous pouvez aller chercher ou en tout cas faire de la veille sur le rapport de l'influence responsable qu'elle coécrit avec l'ADEME et qui sort début 2026. Au moment où nous enregistrons cet épisode, il n'est pas encore sorti. Mais on vous met tous les liens en tout cas en commentaire, enfin dans le pitch de l'épisode, donc vous pourrez retrouver tout ça. Tout à fait. Qu'est-ce que tu retiens, mon ami ? Écoute, plein de choses intéressantes. Moi, je t'avoue que pendant tout l'épisode, j'avais cette pensée en tête de me dire, comme souvent sur les épisodes, ceux qui nous suivent connaissent un peu nos réflexions générales, mais est-ce que ça n'a pas toujours existé ? Est-ce que finalement, on ne faisait pas, dans mon enfance, dans ton enfance, le même reproche à la publicité ? Et je me dis qu'il y a quand même deux choses qui changent. Encore une fois, ça on le retrouve systématiquement dans beaucoup de nos épisodes où on a cette mise en relief historique. Un premier truc qui change, c'est l'échelle. Là, on a un nombre d'influenceurs qui est beaucoup plus grand, qui peut toucher beaucoup plus de personnes. Et le mode, c'est-à-dire on touche dans le quotidien des personnes et on touche en reparlant comme si on était leur pote. C'est ce qu'elle a bien dit. Le parasocial. Et ce qui m'a fait avoir la réflexion que un reproche qu'on faisait déjà à la pub, c'était autour de jusqu'où c'est de l'influence dans la publicité ou de la manipulation. Et bien là, on peut se poser la question de manière encore plus forte. Exactement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, ce sujet autour de la pub, on vous renvoie à un vieil épisode enregistré avec Thomas Jamet. Oui, j'y pensais aussi. Patron d'agence. Je suis complètement en phase avec toi et tu as raison, il y a une atomisation finalement de ces points de contact. Donc c'est ça l'effet masse dont tu parles. Avant, il y avait quelques chaînes de télé, puis après, etc. Enfin, bon, bref. Atomisation, c'est dans notre poche. Le parasocial, parce que c'est un peu The Girls Next Door. On a l'impression que c'est notre voisine, on a l'impression que c'est mon copain, machin, etc. Quelque part, le parasocial, il a aussi été entamé déjà à l'ère de la télé avec la télé-réalité. Le Loft en 2000, c'est quand même 26 piges maintenant, le Loft. On a les idées. Et donc, oui, ça n'est qu'une extension de ce qui a toujours existé, mais avec un pouvoir de fait d'influence, apprend-on, qui est presque plus fort encore qu'à l'heure de la pub, notamment parce qu'on n'a pas toujours été clair, on n'a pas toujours dit attention, ce dont je suis en train de vous parler là, le nouveau téléphone bidule ou la nouvelle crème machin, je suis payé pour le faire. Ouais, alors il y a un autre truc qui est marquant, c'est que visiblement il y a une prise de conscience sociétale, mais politique aussi, puisqu'il y a une loi, elle nous l'a rappelé, qui est sortie en 2023, mais elle nous rappelle aussi que dans beaucoup de cas, cette loi n'est pas respectée, c'est ce qu'on disait, c'est le niveau zéro
zéro, le légal qui s'impose à tous normalement, qui là n'est même pas respecté. En fait, c'est ça qui fait aussi le charme de ce marché-là finalement. Pas que, justement, t'as pas l'impression que c'est aussi un sujet qui revient de façon récurrente dans nos épisodes, c'est qu'il y a des lois et on a terriblement du mal à les appliquer ou à les faire appliquer. Je pense notamment aux différents règlements européens. Alors on va pas les citer systématiquement, mais encore une fois, on a du mal à les faire appliquer. Néanmoins, il y a une loi. La loi est mauvaise, il faut une loi. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que cette loi, finalement, fait du métier, du rôle d'influenceur, un métier. Et qui dit métier, dit donc un cadre, mais dit aussi, au-delà de la loi, une déontologie. Et on n'en a pas parlé dans l'épisode. C'est vrai qu'en le préparant, on se disait, je me souviens de vieux débats entre est-ce que l'influenceur, c'est comme le journaliste. Alors là, l'influenceur, il est plutôt sous l'angle du produit. Oui, alors on est clairement sur l'influence produit, généralement, pour faire vendre quelque chose, ou un lifestyle, pour autant, comme on nous a rappelé. Il y a des influenceurs sur des sujets et dont on a dit aussi qu'ils pouvaient influencer les opinions, les votes, etc. Et donc, quelle différence avec le journaliste ? Et on se disait, le journaliste, il a une déontologie, notamment parce que c'est un métier, parce qu'il est formé. Ça change tout, et il n'y a pas de formation d'influenceur. Si, je crois qu'il y a des écoles qui sont montées, c'est là où le bas blesse. Oui, enfin, il n'y a pas une carte d'influenceur comme on aurait une carte de presse déjà à la base. Et stop, carte d'influenceur. Et donc, il y a une déontologie. Et là, peut-être qu'on peut espérer aller vers un marché de l'influence qui soit un tout petit peu plus cadré, disons. Ouais, et puis la grande question, ça va être comment orienter l'influence pour qu'elle-même soit plus éthique, à minima, qu'elle respecte la loi. Et puis influencer les influenceurs pour que eux-mêmes cherchent à influencer, ça fait beaucoup d'influence, sur des sujets qui sont un peu plus vertueux, un peu plus éthiques, un peu plus pour le bien commun et pour le bien des générations futures dans la société finalement. C'est ça le grand enjeu de l'influence dans les années à venir. Et là encore, mon ami, je rebondis sur ce que tu dis en intro, je suis complètement d'accord avec toi, c'est toujours la même rengaine aussi, c'est-à-dire que ces sujets-là qui doivent servir le bien commun, sont moins sexy et moins rémunérateurs surtout que ceux qui font la promotion de la consommation à outrance. French Tech. Et voilà, merci d'avoir passé ce moment avec nous pour interroger ce que la place des influenceurs en ligne révèle de notre société et ce qu'elle cache comme effet délétère. On espère que nous vous aurons permis d'exercer votre esprit critique pour une tech plus éthique, et à présent, qu'allez-vous en faire ? À vous de prolonger la chaîne, partagez cet épisode autour de vous, faites connaître French Tech en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes de podcast ou levez un pouce et cliquez sur la cloche pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Bref, faites un peu d'influence responsable vous aussi. Et avant de nous quitter, je ne résiste pas au plaisir de vous partager cette citation. L'influence de la vanité sur une cervelle fragile engendre toutes sortes de désastres. C'est signé Jane Austen dans son roman Emma, ce qui me conduit à embrasser ma fille aînée. Allez, bis à vous aussi qui nous suivez et portez-vous bien jusqu'à notre prochain épisode. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique.